Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture et je vais vous parler de deux romans et d'une bande dessinée. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit du roman Les Nocturnes de Tess Korczak aux éditions Lynx. Je sais pas du tout comment on se dit son nom de famille. Je remercie vraiment les éditions Lynx pour l'envoi de ce roman parce qu'il m'attirait beaucoup. Alors je ne sais pas pourquoi, mais en voyant la couverture sur Instagram, j'avais l'impression qu'il allait y avoir quelque chose d'assez effrayant, voire d'un peu fantastique. Je savais pas trop en fait. Et je me suis retrouvée devant un roman tout autre. En fait, dans ce récit, on découvre le pensionnat La Croix d'If. Dans La Croix d'If, on a une population de jeunes adultes divisée en deux camps. On a les uniformes rouges, les uniformes verts qui sont ensemble dans des blocs, ensemble dans des cours et qui se croisent très peu en fait. Finalement, on a quelque chose en commun mais pas tant que ça. Et tous les pensionnaires donc de la Croix d'If sont amnésiques. Ça fait 250 personnes amnésiques quand même. On sait pas trop ce qui s'est passé, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Et surtout, ils cherchent pas plus que ça en fait. Ils se rendent doucement compte qu'ils cherchent pas plus que ça pourquoi ils sont là. Et en fait on va suivre Nat Kafig. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, je ne sais pas, un jeune homme qui un soir va voir une jeune fille verte avec des documents devant sa fenêtre et le lendemain on va apprendre que cette jeune fille est décédée et du coup il va essayer de trouver un petit peu ce qui se passe dans ce pensionnat et il va rejoindre une organisation qui essaye de se sortir de ce pensionnat, de comprendre ce qui se passe, qui s'appellera Les Nocturnes. Je vais m'arrêter là pour le résumer parce qu'après sinon je vais vous raconter toute l'histoire, mais en tout cas il y a un certain mystère autour de ce pensionnat, on sait pas trop ce qu'ils font là et c'est l'objet de tout le roman, c'est l'objet de diverses missions et puis d'un seul coup ça s'emballe, d'un seul coup le rythme s'emballe, on a beaucoup d'action, vraiment dans ce roman on a beaucoup de rebondissements, beaucoup d'action, je ne me suis pas ennuyée, j'ai bien aimé les personnages tous à leur manière en fait, il y a des personnages auxquels j'aurais jamais pensé m'attacher et en fait je m'y suis beaucoup attachée. On a une fin peu prévisible pour la plupart des personnages et une fin plutôt bien faite. Maintenant, ce qui m'a fait un peu, en fait ce qui m'a un peu effrayée dans ce roman, c'est que c'est réaliste. Ça peut tout à fait arriver. Alors, ça peut tout à fait arriver dans le monde actuel en fait. Même s'il y a des lois et tout ça, ça peut tout à fait arriver je pense. Et voilà, je ne savais pas mais l'auteur en fait est étudiante en médecine et il y a des termes en effet qui sont très bien employés, très appropriés, c'est comme ça que ça peut marcher. Et du coup bah, ça ne l'a rendu que plus réaliste pour moi en fait parce que bah, je me suis rendu compte que elle avait construit quelque chose qui est possible en fait dans le monde actuel, même si ça serait terrible, mais c'était ça pour moi le plus effrayant, c'est que c'est en effet possible. Alors je pense que c'est difficile de dire quand même que c'est possible avec les lois et tout ça, mais vu comme ça a été fait et démontré dans ce roman, franchement pourquoi pas. Donc voilà, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé tout le secret autour du pensionnat, j'ai bien aimé tout ça, c'était très réaliste et très bien fait. J'ai aimé les scènes d'action, j'ai aimé les différentes révélations, j'ai bien aimé la fin. Bref, c'était une très bonne lecture pour moi, j'ai passé un très bon moment, je me suis pas du tout ennuyée. Et en plus je l'avais reçu dans une petite box, donc j'avais eu le petit marque-page avec, j'avais eu un stylo, j'avais eu un tote bag, j'avais eu un petit autocollant là que j'ai mis ouais juste ici. Et puis j'avais eu ça. Ça c'était attention à n'ouvrir qu'après la lecture du roman. Et en fait quand vous lisez le roman et que vous l'ouvrez, alors je vous dirai pas ce que j'avais dedans sinon ça vous dit un peu le roman, en fait c'est quelque chose qui me rend pensionnaire de la Croix d'If. Voilà, bah, c'était un peu effrayant en fait. Parce qu'en fait j'ai terminé ce roman là un soir où j'étais toute seule, où Victor était en concert. Et du coup j'ai regardé le dossier derrière et j'ai fait ah mais je suis pas sûre de vouloir aller dans ce pensionnat moi en fait. Voilà, globalement c'était ça. Je vous recommande vraiment cette lecture si jamais ça vous dit, si jamais j'ai su piquer votre curiosité. J'ai passé un très bon moment. Ensuite on va parler coup de cœur et coup de cœur fantasy. En ce mois de la fantasy j'ai lu Everless de Sarah Holland aux éditions Bayard. J'ai acheté ce roman à sa sortie, je suis allée exprès en librairie pour me le chercher parce qu'en fait c'est un roman qui me faisait déjà très envie en version originale, donc là quand j'ai vu qu'il sortait en VF et que j'avais pas besoin de me le taper en anglais, j'ai foncé et je l'ai lu genre le lendemain de mon achat, donc voilà. Imaginez-vous un univers où vous ne pouvez payer qu'en temps de vie. C'est-à-dire que dans cet univers, d'ailleurs dans ce pays aux frontières fermées aux autres, hein,
très isolé, on a découvert une certaine magie où donc les gens peuvent se faire saigner, le sang est couplé à du fer et ça fait des fers de sang. Le fer de sang c'est quoi? Ce sont des pièces de monnaie en fait qui contiennent votre temps de vie. Ça peut contenir un jour, une heure, un mois, une année et en gros les gens doivent perdre du temps de vie pour acheter des choses, pour posséder des choses, et les plus riches non seulement possèdent des choses mais en plus ils possèdent le fer de sang, donc la monnaie, et ils peuvent l'absorber parce que si vous mettez cette pièce dans du thé vous pouvez absorber le temps de vie de quelqu'un d'autre. J'ai trouvé que c'était vraiment très intelligent comme idée cette monnaie là, et ça montrait forcément toute l'horreur là pour le coup des gens riches hein, dans cet univers, parce que du coup si vous êtes pauvre, pour manger et payer votre loyer vous allez vous faire saigner, vous allez perdre du temps de vie et vous allez vivre 20-30 ans quoi. Si vous êtes riche, ben c'est simple, vous allez absorber du fer de sang et vous allez vivre des centaines d'années. Alors je crois qu'il y a un maximum, à un moment donné le corps suit plus quand même. Il me semble avoir vu que vers 300 ans c'est un peu compliqué, on est quand même un peu décrépit. Mais voilà, hein, imaginez-vous un univers aussi atroce. Parce que dans notre univers actuel, en fait on paye déjà avec notre temps de vie, le loyer et tout ça. En fait on paye avec du temps de vie qu'on passe au travail dans une société actuelle. Notre temps de vie, voilà, pour moi c'est un petit peu ça, mais en pire. C'est-à-dire que non seulement vous travaillez, mais en plus vous n'avez pas assez d'argent en travaillant et du coup vous perdez votre temps de vie qui vous restait derrière. C'est encore plus atroce je trouve. Donc voilà, dans cet univers là on va suivre, comment elle s'appelle, Julie. Alors oui, ce prénom j'ai jamais réussi à m'y faire. Julie dans un monde de fantasy où tout le monde s'appelle Ama, Aléa et tout ça, j'ai pas réussi hein. Voilà, du coup on se trouve dans le royaume de Sempera, on suit Julie qui vit avec son père dans un petit village, son père qu'elle voit décliner de plus en plus parce qu'il est obligé de se faire saigner pour qu'il soit à l'abri du besoin, et là voilà, le loyer arrive, elle rentre d'une partie de chasse totalement bredouille et elle décide que comme elle vient d'avoir 17 ans, elle a le droit de se faire saigner et elle décide de se faire saigner à la place de son père. Sauf que voilà, avant même de pouvoir le faire ça se passe autrement et elle rentre à la maison et son père est déjà en train de se faire saigner et bref, elle se voit proposer l'opportunité d'intégrer le château Everless en tant que servante, parce que là actuellement ils ont besoin de servantes parce que la reine va arriver, elle souhaite marier sa fille adoptive au fils héritier d'Everless, donc elle va s'engager même contre les réticences de son père à Everless. Everless, là où elle avait déjà passé une partie de son enfance, son père était forgeron là-bas et pour, juste après un événement, un incident tout à fait secret dont elle se souvient très peu, ils ont dû quitter Everless en précipitation et ils ont dû se cacher. Voilà. Donc on en apprend bien sûr un peu plus sur le passé de Julie. Ça reste évidemment un tome introductif où on va vous décrire l'univers, on va rencontrer les personnages principaux, notamment le père de Julie, on va rencontrer Julie, les amis d'enfance d'Everless, on va rencontrer justement la grande famille d'Everless avec des personnes qui lui plaisent, dont elle a gardé un bon souvenir en fait dans son enfance et d'autres dont elle a très peur. Et puis on va aussi rencontrer la reine qui est reine depuis de nombreuses années, et tout ça va s'articuler dans une espèce de mythologie bien propre à l'univers qui dit que justement les fers de sang ont été réalisés par l'envoûteuse et l'alchimiste. Bref, tout ça c'est à côté et c'est une histoire vraiment fascinante. J'ai beaucoup aimé découvrir la mythologie autour de l'envoûteuse et de l'alchimiste, mais aussi son application dans la réalité, voir un petit peu comment tout ça marche quoi. Et en fait voilà, j'ai beaucoup aimé cet univers où vous devez saigner votre temps de vie pour survivre ou absorber le temps de vie des autres pour survivre plus longtemps. J'ai beaucoup aimé le château d'Everless, les descriptions, le fait que Julie soit une servante et qu'on soit pas dans un énième roman de cour où vous avez une jeune fille courtisée par tous les princes du comté quoi, enfin voilà. Les romans de cour,
je commence à me méfier un petit peu parce que voilà, il y a eu Grace and Ferry et tout ça. À chaque fois on a une jeune fille qui attire tous les regards. Là c'est un petit peu le cas, mais en même temps pas tant que ça. Elle reste servante et quand elle fait des conneries elle se fait punir. Elle attire un peu les regards mais il n'y a pas vraiment de romance. En tout cas c'est très ténu dans cette histoire et ça ne prend pas du tout une place prépondérante. D'ailleurs la fin remanie un peu tout ça. J'ai bien aimé les révélations, la mythologie qui s'articule là-dedans, j'ai adoré lire ça. Et puis j'ai bien aimé la fin qui me donne juste envie de découvrir le tome 2. J'ai même regardé le résumé du tome 2 en VO. Je sais qu'il va falloir que j'attende un an pour la version française, mais voilà, j'ai même lu le résumé en VO tellement j'ai hâte d'avoir la suite de cette histoire. Personnellement j'ai été totalement happée par cette histoire, mais depuis les premiers chapitres, vraiment depuis le début j'étais à fond dedans. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, même si voilà, on voit une vraie évolution autour de Julie, mais ça reste une femme forte, une héroïne déterminée et ça j'ai plutôt bien aimé. Et puis elle ne s'en laisse pas compter quoi, elle n'est pas là à vouloir à tout prix sortir avec un garçon et tout ça, c'est pas son truc, non. Elle veut sauver son père, découvrir les secrets et voilà, c'est une jeune fille vraiment déterminée et une héroïne que j'ai beaucoup appréciée. On a d'autres personnages qui s'articulent mais je peux pas trop vous en parler sinon je vais vous spoiler des choses, mais j'ai aussi bien aimé sa personnage. Je m'attendais pas forcément à la grosse révélation de ce roman, je l'avais pas vraiment vu venir en fait, je voyais autrement, je voyais autre chose de déjà vu. Ce roman m'a un peu fait penser à Red Queen, je sais pas trop pourquoi, mais durant ma lecture j'ai fait quelques parallèles avec Red Queen que j'aurais du mal à vous expliquer parce que Red Queen j'ai dû lire il y a 4 ou 5 ans donc c'est un peu flou dans ma tête, mais j'ai quand même fait quelques parallèles. Après la couverture est un peu dans les mêmes tons donc il y a peut-être ça. Et puis écoutez, voilà, pour moi ça a été un coup de cœur, j'ai adoré découvrir cet univers, j'ai adoré découvrir cette plume qui m'a beaucoup plu et je vous le conseille à 100% si jamais j'ai réussi à vous donner envie de le découvrir. Et enfin je vais vous parler d'une bande dessinée assez spéciale. J'ai découvert Le syndrome de l'imposteur de Claire Lemaine, donc parcours d'une interne en psychiatrie aux éditions La Découverte. Vous le savez peut-être, je suis moi-même interne de psychiatrie en dernière année. Je suis censée passer ma thèse et mon mémoire à la fin de l'année pour devenir psychiatre. Et du coup quand j'ai vu que cet ouvrage allait paraître, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le découvre. Du coup on va suivre Lucille Lapierre qui est nouvelle interne, qui commence son premier semestre. Donc elle commence sa 7e année de médecine, hein. Globalement il y a 6 ans de médecine avant de choisir une spécialité, puis 4 ans d'internat de psychiatrie. Et donc elle commence l'internat, moi je le finis. Et en fait on va découvrir le monde de la psychiatrie avec un peu d'humour, mais surtout avec beaucoup de vérité et de réalisme. C'est-à-dire que Lucille, elle va intégrer un stage, mais un stage pas comme les autres, hein. C'est-à-dire que elle va se retrouver en UMD. L'UMD c'est quoi? C'est l'unité des malades difficiles. C'est-à-dire que dans un service de psychiatrie de base de centre hospitalier ou d'autres centres psychiatriques, quand vous avez des patients très compliqués à gérer qu'on n'arrive pas à gérer dans ces unités-là, on les envoie en unité de malades difficiles. Ça va aussi être des placements très souvent du coup en SDRE, c'est-à-dire les soins sous contrainte à la demande du représentant de l'État. Et en gros ce sont des patients qui souvent ont commis des délits, voire des meurtres, des crimes, et qui sont jugés irresponsables après expertise de plusieurs personnes, et qui sont placés en UMD pour des soins. Donc ça peut être le patient schizophrène qui délire, qui a tué son conjoint, son fils, sa mère, je sais pas, sous l'emprise de son délire et qu'on va placer en UMD. Donc moi ce que j'ai bien aimé c'est que voilà, vous en général quand vous voyez ça c'est dans les faits divers, c'est les journaux à sensation, oh là là, un nouveau fou dangereux, imprévisible, machin. Et nous en fait quand on les voit ils sont majoritairement angoissés, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que justement dans cet ouvrage elle nous montre la différence entre les faits divers et les journaux et tous les trucs à scandale et la réalité. En fait la réalité elle est tout autre, voilà. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est dès le départ en fait elle va évoquer le parcours en médecine, comment ça se passe, etc. Donc ça peut expliquer les choses. Et puis après, elle va faire, je vais vous montrer, ça en fait, c'est les différents profils d'internes en psychiatrie qu'elle a pu noter. Donc il y a par exemple le littéraire frustré. Alors non,
ça n'est pas moi, même si j'ai une chaîne YouTube sur la littérature. En fait, le littéraire frustré, c'est celui qui aurait préféré faire lettres et qui s'est retrouvé malencontreusement en médecine et que la biologie est plutôt ennuyée et il est plutôt psychanalyse et tout ça, c'est pas du tout mon truc. J'étais très contente de faire de la biologie et de la médecine. On a l'excentrique, celui-là c'est celui qui est tout le temps dans les films. Vous voyez toujours un psychiatre trop bizarre, il me ressemble pas en général, vous avez toujours l'excentrique. Et d'ailleurs, on en pâtit de ça parce que moi j'ai souvent des patients qui sont là et qui me disent mais c'est vous la psychiatre, c'est quoi cette petite jeune là en face de moi, vous n'avez pas de barbe, vous fumez pas la pipe, c'est quoi ce délire? Et puis on a, je vais pas tout vous dire hein, mais on a aussi le glandeur, celui qui choisit la psychiatrie juste pour se la couler douce et avoir une bonne qualité de vie. Ça, c'est un petit peu l'étiquette qui nous est souvent collée. Moi je trouve, alors en y réfléchissant bien, qu'on passe par plusieurs facettes et je suis passée par plusieurs des profils qu'elle peut décrire durant mon internat et c'est plutôt bien fait en fait. Ensuite du coup elle vous parle de l'UMD, des infirmiers, des médecins machin, de comment ça se passe avec les patients et elle va aussi vous parler du rapport à la loi parce que bah, forcément la psychiatrie c'est la seule spécialité médicale qui peut vous contraindre à vous soigner contre votre gré. Ce sont les hospitalisations sous contrainte, donc en péril imminent, à la demande d'un tiers et à la demande du représentant de l'État. Ce sont des patients qui ne peuvent pas donner leur consentement ou qui ne sont pas d'accord pour être soignés mais qui ont besoin de soins et en psychiatrie il y a la loi qui nous autorise à les soigner même s'ils sont pas d'accord. Voilà, c'est pas toujours évident de soigner quelqu'un quand il est pas d'accord, surtout en psychiatrie parce qu'on a besoin un peu de l'alliance des gens quand même, hein. Mais voilà, on peut le faire et elle vous explique tout ça. Elle vous explique aussi l'expertise des patients, voilà, elle explique énormément de choses. Alors moi j'avoue, il y a plusieurs choses que j'ai un petit peu passées parce que ce sont des paragraphes d'explication de choses que je connais déjà, mais c'était pas par ennui. Ensuite il y a eu pas mal de touches d'humour, j'ai bien aimé, et ensuite elle vous explique bien sûr le syndrome de l'imposteur qui est le titre, et là pour le coup je ne vous expliquerai pas ce que c'est, vous irez lire cette bande dessinée pour bien découvrir ce qu'elle en dit parce que c'est très bien fait en fait. Au niveau des dessins ça m'a beaucoup plu. C'est assez simple, voilà, c'est assez simple, c'est pas méga colorisé comme je vous le montre parfois au niveau des bandes dessinées, mais vraiment je trouve ça très réaliste, très bien fait. Et si le monde de la psychiatrie vous intéresse, parce que je sais que vous êtes beaucoup à être intéressés par ça, parce que vous avez été beaucoup à me poser des questions sur la psychiatrie, de me dire de parler de mon métier, etc. Si vous voulez découvrir vraiment ce que c'est qu'être psychiatre et que la psychiatrie au quotidien, et surtout pour un interne hein, qui est pas toujours encore assez sûr de lui, je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage parce qu'il est très réaliste, très bien fait et très intéressant, et il regroupe pas mal d'aspects différents de notre spécialité si particulière. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé cet ouvrage, c'était une très bonne lecture pour moi. Je suis très contente qu'il soit paru parce que vraiment la psychiatrie est très souvent pleine de préjugés. Voilà, les gens voient Hannibal Lecter et autres psychiatres particuliers et tout de suite on est dans le même panier. Voilà, tous les films, il y a beaucoup de thrillers psychologiques qui utilisent la psychiatrie, que ce soit dans les films ou dans les livres, c'est plus ou moins bien fait et c'est plus ou moins réaliste. Je vous le dis, quand j'en lis un, en général, quand je lis quelque chose qui parle de psychiatrie, je vous dis si c'est possible ou pas, en général. Là, pour le coup, tout est réaliste. C'est comme ça que ça se passe, je vous invite vraiment à le découvrir. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans l'ensemble c'était de très bonnes lectures, voire même un coup de cœur pour Everless. Du coup je vous conseille vraiment ces 3 ouvrages. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous attire, si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Un abonnement si ça n'est toujours pas fait, un petit soutien sur YouTube si vous avez 2-3 minutes. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.